Certaines maisons sont bâties de pierre et d'acier, dominant les collines comme des monuments de réussite. Mais d'autres, malgré leur éclat extérieur, dissimulent un abîme de silence à l'intérieur. La villa de Julien Moreau, célèbre architecte parisien, était de celle-là. Il avait dessiné des tours qui touchaient les nuages, façonné des skylines entières à Dubaï et à Genève. On l'appelait l'homme qui sculpte la lumière. Mais derrière les murs de verre et de marbre, Julien vivait seul, entouré de souvenirs qu'il n'osait plus regarder. 3 ans plus tôt, son épouse Claire était morte dans un accident de voiture. Depuis ce jour, leur fils, Louis, âgé de 6 ans, s'était enfermé dans un mutisme total. Plus un mot, plus un rire. L'enfant s'asseyait toujours au même coin de sa chambre, serrant contre lui une petite voiture en argent, les yeux vides, comme si le monde s'était effondré autour de lui. Julien avait tout essayé. Les meilleurs psychiatres, les plus grands hôpitaux, des thérapies spécialisées. Des centaines de milliers d'euros. Mais rien ne pouvait franchir le mur invisible qui séparait le père de son fils. Louis vivait dans un monde sans son, sans regard, sans lui. Le jour, Julien se perdait dans les plans, les contrats, les conférences. La nuit, il errait dans la maison, espérant entendre un signe de vie de la chambre de l'enfant. Il posait souvent la main sur la poignée de la porte, hésitant à entrer. Mais il reculait toujours. Il craignait ce regard vide, ce gouffre silencieux qui lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. Une photo trônait sur le mur du salon, Claire souriant doucement, Louis riant dans ses bras. Julien détournait les yeux chaque fois qu'il passait devant. Le sourire de cette photo était devenu sa plus profonde blessure. Un matin, le soleil se leva sur Neuilly, jetant sa lumière dorée à travers les grandes baies vitrées. Julien, assis dans la cuisine, fixait son café sans y toucher. Derrière la porte fermée du couloir, son fils restait enfermé dans un silence implacable. La journée s'annonçait comme toutes les autres, longue, froide, vide. Il ne savait pas qu'à ce même moment, une femme franchissait discrètement le portail du jardin arrière. Une valise usée à la main, une silhouette menue, les yeux pleins de fatigue et de secret. Elle s'appelait Mara Duval. Personne ne prêta attention à son arrivée. Ici, le silence régnait comme une loi tacite. Engagée comme nouvelle employée de maison, elle parla peu, baissant les yeux à chaque salut. Mais derrière cette réserve se cachait une douleur ancienne. Mara n'était pas qu'une femme de ménage. Autrefois, elle avait été thérapeute pour enfants, consacrant sa vie à guérir les petits esprits blessés. Jusqu'au jour où une fausse accusation détruisit tout, sa carrière, sa réputation, et le droit d'élever sa propre fille. Depuis, elle vivait sous un nom d'emprunt, cherchant seulement un endroit où respirer sans peur. En entrant dans la Villa Moreau, elle se jura 3 choses. Pas d'attache, pas de curiosité, pas de passé. Mais ce premier matin, alors qu'elle nettoyait le sol du grand salon, elle sentit un regard sur elle. Derrière les longs rideaux de lin, 2 yeux sombres la fixaient, timides, tremblants. C'était Louis. Il tenait sa petite voiture, les épaules raides, prêt à s'enfuir. Mara s'arrêta, sans bouger. Elle savait que dans le monde des enfants blessés, chaque geste trop brusque pouvait rouvrir une plaie. Alors elle reprit simplement son mouvement, lent, apaisant, comme si chaque coup de serpillière effaçait un peu de tristesse. Et, tout en travaillant, elle fredonna une berceuse ancienne, celle qu'elle chantait autrefois à sa fille. Sa voix, douce et éraillée, glissa dans l'air comme un murmure de paix. Louis ne bougea pas. Il écoutait. Son regard, d'abord figé, sembla vaciller. Puis, lentement, il disparut derrière le rideau. Mara sourit, à peine. Une lumière fragile venait de traverser la maison. Depuis ce matin-là, quelque chose d'invisible s'était déplacé dans la Villa Moreau. Ce n'était pas un bruit, ni un parfum, mais une sensation, celle qu'un souffle nouveau traversait enfin les couloirs figés. Mara n'avait rien changé à sa routine. Elle se levait avant l'aube, ouvrait les volets, laissait le soleil caresser le marbre froid. Mais parfois, lorsqu'elle relevait la tête, elle voyait Louis, debout au bout du couloir, sa petite voiture entre les doigts, observant en silence. Elle ne disait rien. Elle se contentait de lui adresser un léger signe de tête, un salut sans mots. C'était devenu leur langue. Un langage sans parole, bâti de gestes doux et de silences partagés. Chaque soir, avant d'aller se coucher, Mara déposait un verre de lait à l'endroit précis où elle l'avait vu pour la première fois. Le lendemain matin, le verre était toujours vide. Elle ne demandait jamais rien. Mais ce rituel minuscule devint un fil invisible entre eux, un fil de confiance. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait les vitres immenses du salon, le reflet lui montra le petit garçon assis sur le tapis. Il la regardait travailler, calmement. Le regard de Louis n'était plus celui d'un enfant perdu, mais d'un garçon qui commençait à reconnaître quelque chose de familier. Mara continua d'essuyer la vitre lentement, chaque geste mesuré, chaque respiration douce, comme si elle lui montrait que le monde pouvait encore être sûr. Ce soir-là, elle laissa le verre de lait accompagné d'un petit mouchoir brodé de fleurs. Le lendemain matin, tout avait disparu. Mara sourit, les yeux humides. Pour la première fois depuis des années,
elle sentit son cœur battre autrement que de peur. Le troisième jour, alors qu'elle étendait le linge dans le jardin, le vent s'éleva soudain, gonflant les draps blancs comme des voiles. Entre les tissus qui flottaient, un bruit léger se fit entendre, les roues d'une petite voiture roulant sur les pavés. Mara se retourna. Louis était là. Debout, à distance, tenant son jouet. Il ne parlait pas, mais dans ses yeux brillait une lumière fragile, presque timide. Elle se contenta de lui sourire, un sourire vrai, plein d'un espoir qu'elle n'osait plus ressentir. Et, du balcon du premier étage, Julien Moreau les observait. Il s'était arrêté net en apercevant la scène. Son fils, ce petit être qu'il croyait à jamais enfermé dans un monde sans écho, debout, face à cette femme qu'il connaissait à peine. Le temps sembla suspendu. Julien sentit son cœur battre plus vite, sans comprendre pourquoi. Pour la première fois depuis 3 ans, il pensa, peut-être que cette maison respire à nouveau. Les jours suivants, Louis apparut plus souvent. Il ne fuyait plus. Il s'asseyait parfois sur la marche de l'escalier, la tête penchée, observant Mara balayer, ranger, chanter doucement. Il restait silencieux, mais ses épaules n'étaient plus tendues. Quand leurs regards se croisaient, Mara souriait, et Louis ne détournait plus les yeux. Julien, lui, assistait à cette lente métamorphose avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Le soir, il passait plus de temps à la maison, prétextant des dossiers à finir. Mais en vérité, il écoutait. Il attendait. Et parfois, il surprenait un son qu'il n'espérait plus entendre, un rire d'enfant, léger, fragile, mais réel. Un soir de pluie, Mara s'était assise près de la cheminée, les mains jointes, savourant la chaleur rare du feu. La maison semblait écouter la pluie tomber, goutte après goutte. Et puis, un bruit discret, hésitant, fit battre son cœur. Des roues minuscules roulaient sur le parquet. Elle leva lentement les yeux. Louis se tenait là, son stéthoscope en plastique autour du cou, les joues rouges de timidité. Il s'avança, un pas, puis un autre, et posa doucement le jouet contre sa poitrine. Il se pencha, l'oreille collée à l'autre extrémité. Pendant un instant, tout cessa d'exister. Le feu, la pluie, le monde. Il n'y eut plus que le battement calme de son cœur. Et alors, d'une voix minuscule, tremblante, l'enfant murmura. « Je vais te guérir, maman. » Mara se figea. Son souffle se coupa. Ses mains tremblèrent. Une larme roula lentement sur sa joue. Après tant d'années de silence, ce mot « maman » venait de briser le sort. Elle posa sa main sur la sienne et murmura. « Oui, mon trésor, je t'entends. » À la porte, Julien se tenait, immobile. Il avait tout vu, tout entendu. Et l'homme de verre qu'il était devenu sentit, pour la première fois depuis des années, son cœur se fissurer. Depuis cette nuit où Louis avait prononcé son premier mot, la Villa Moreau n'était plus la même. Le silence n'avait pas disparu, non, il s'était transformé. Il vibrait désormais d'une douceur nouvelle, le bruissement d'un rire, le murmure d'une chanson, le cliquetis d'une petite voiture sur le parquet. Chaque matin, le soleil semblait plus chaud, les couloirs plus clairs. Même le vieux majordome, d'ordinaire si raide, se surprenait à fredonner en préparant le thé. Et au milieu de cette renaissance, il y avait Mara, légère, discrète, mais rayonnante d'une chaleur que rien n'avait su briser. Julien la voyait souvent du coin de l'œil. Dans la lumière dorée de l'après-midi, elle semblait presque irréelle, comme un souvenir revenu du passé pour réparer le présent. Elle ne parlait jamais d'elle, ne demandait rien. Et c'est précisément ce silence-là qui le touchait. Un silence apaisant, fait d'écoute et de tendresse. Mais tout le monde ne partageait pas cette paix retrouvée. Madame Lefebvre, la gouvernante, servait les Moreau depuis plus de 10 ans. Femme stricte, élégante, elle tenait la maison d'une main de fer et d'un cœur longtemps silencieux. Sous son calme impeccable, une affection muette s'était construite au fil des ans pour son employeur. Une affection qu'elle n'aurait jamais osé nommer. Alors, lorsqu'elle vit Julien sourire à Mara pour la première fois, lorsqu'elle entendit, un matin, le rire de Louis résonner dans la cuisine où la jeune femme chantait doucement. Quelque chose se fissura en elle. Les jours suivants, son regard changea. Elle observait Mara dans l'ombre des couloirs, notant chaque geste, chaque mot, chaque regard échangé. Sous ses manières polies, un poison discret commença à couler, celui de la jalousie. « Cette femme est trop parfaite », murmura-t-elle à la cuisinière un soir. « Et trop silencieuse, comme si elle cachait quelque chose. » Ces mots, légers comme des plumes, tombèrent dans la maison comme des graines de doute. Un soir, alors que Julien rentrait tard, épuisé, Madame Lefebvre entra dans son bureau. Elle posa la tasse de café habituelle devant lui. La lumière tamisée du bureau dessinait des ombres sur son visage fatigué. Sur la table, une photo de Claire, la défunte épouse, semblait veiller sur eux. « Monsieur Moreau, dit-elle doucement, je sais combien vous tenez à Louis, et combien cette femme vous a aidé. Mais, peut-être devriez-vous être prudent. » Julien releva la tête. « Prudent ? Pourquoi ?» Elle hésita, puis sortit une enveloppe de sa poche. « Parce qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. » Julien fronça les sourcils.
Madame Lefebvre poursuivit, sa voix calme, mesurée, presque bienveillante. Son vrai nom n'est pas Mara Duval. Elle s'appelle Isabelle Martin. Ancienne infirmière, accusée autrefois d'une faute grave sur un enfant malade. Elle a tout perdu. Sa licence, sa garde parentale. Elle s'est enfuie, et maintenant, elle travaille ici, sous un faux nom. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence. Julien resta immobile, incapable de parler. Les mains tremblantes, il prit les papiers. Un dossier, des photocopies de jugement, des coupures de journaux. Tout semblait réel. Trop réel. Je ne dis pas cela pour la condamner, ajouta la gouvernante d'un ton feintement compatissant. Mais un homme comme vous ne peut pas risquer la sécurité de son fils pour une inconnue au passé trouble. Elle se retira, laissant Julien seul face au dossier. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme un battement de cœur étranglé. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Il lut chaque ligne, chaque mot. Et plus il lisait, plus son esprit se brouillait entre confiance et peur. L'image douce de Mara se heurtait aux pages du dossier. Et si tout n'était qu'un mensonge? Et si elle s'était servie de Louis? À l'aube, il se leva, le visage pâle, les yeux vides. Quand Mara entra pour préparer le petit déjeuner, il la salua avec la même voix qu'avant, polie, mais glaciale. Elle sentit immédiatement la différence. Le regard qu'il lui adressait n'était plus le même. Ce n'était plus de la gratitude, mais du doute. Les jours passèrent ainsi. Mara continuait de travailler en silence, mais la maison, lentement, se refroidissait à nouveau. Le rire de Louis se fit plus rare. Le verre de lait, parfois, restait plein au matin. Et dans le regard de Julien, elle lisait une distance qu'elle ne comprenait pas. Une nuit, elle s'assit dans la chambre du petit, l'observant dormir. Elle murmura. « Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais le silence revient, mon ange. Et j'ai peur. » Dehors, la pluie commençait à tomber. Et au loin, dans son bureau, Julien tenait encore ce dossier entre ses mains tremblantes, incapable de savoir ce qu'il devait croire. Les jours suivants furent étranges dans la villa Moreau. Le vent semblait souffler plus fort entre les murs, et le soleil, même en plein midi, paraissait hésiter à entrer. Le rire de Louis s'était tu, remplacé par le froissement discret des pages d'un dossier que Julien ne cessait de relire, encore et encore. Mara, elle, ressentait cette distance sans en comprendre la cause. Chaque mot qu'il lui adressait sonnait faux, chaque regard la traversait sans la toucher. Elle faisait son travail comme toujours, mais quelque chose s'était effondré, invisible et profond. Une nuit, incapable de dormir, Julien prit son téléphone et appela un vieil ami, Paul Duret, ancien policier devenu détective privé. Sa voix tremblait légèrement. « Paul, j'ai besoin que tu vérifies quelqu'un pour moi. Une femme. Elle s'appelle Mara Duval. Ou peut-être Isabelle Martin. Je veux savoir qui elle est, vraiment. Tu crois qu'elle t'a menti? Je ne sais plus ce que je crois. » 3 jours plus tard, le rapport arriva. Julien ouvrit l'enveloppe d'une main fébrile. Et les mots qu'il lui renversèrent tout ce qu'il pensait savoir. L'accusation portée contre Isabelle Martin il y a 6 ans était fausse. Une erreur judiciaire. C'est la mère de l'enfant traité qui avait administré le mauvais médicament. Pour échapper à la responsabilité, elle a tout mis sur le dos de la jeune infirmière. Le tribunal n'a jamais rouvert le dossier. Isabelle a tout perdu, injustement. Julien resta figé, le souffle coupé. Le papier tremblait entre ses doigts. Une seule phrase résonna dans sa tête, elle était innocente. Mais pendant qu'il lisait ces lignes, dans le couloir, une petite silhouette s'approchait timidement. Louis, en pyjama, serrait son ours contre lui. Il tenait quelque chose dans sa main, un petit dictaphone d'enfant. « Papa » murmura-t-il, d'une voix rauque d'avoir trop pleuré. Julien se tourna, surpris. « Tu ne dors pas? Il faut que tu écoutes ça. » L'enfant lui tendit l'appareil, puis s'enfuit vers sa chambre sans ajouter un mot. Julien appuya sur « Lecture ». Une voix grinça dans le haut-parleur. Froide, autoritaire, familière. « Ne lui parle plus, tu m'entends? Si tu continues, elle disparaîtra. Tu ne reverras plus jamais Mara. » Puis des sanglots d'enfant. Et enfin, cette phrase, terriblement claire. « Pourquoi tu détestes ma maman? Parce que bientôt, je serai la femme de ton père. Et ça, elle ne le supportera pas. » Julien lâcha le dictaphone. Le nom de la voix ne faisait plus de doute, Madame Lefebvre. Une fureur glaciale monta en lui. Il se leva d'un bond et courut jusqu'à la chambre de son fils. Louis était assis sur le lit, les yeux rouges, serrant son ours de toutes ses forces. Julien s'agenouilla, la gorge nouée. « Mon fils, c'est toi qui as enregistré ça ?» Louis hocha la tête, les larmes coulant silencieusement. Elle disait que si je parlais, maman disparaîtrait pour toujours. Julien sentit son cœur se briser pour la seconde fois. Il prit l'enfant dans ses bras, pleurant sans retenue. « Pardonne-moi, Louis, je n'ai rien compris. J'ai douté de la seule personne qui t'avait redonné la vie. » Le lendemain matin, il partit sans un mot, le dossier sous le bras. Sous la pluie fine de mars, il traversa Paris jusqu'à un quartier modeste, où de vieilles façades grises se serraient les unes contre les autres.
Il monta 4 étages, le cœur battant, et frappa à une porte écaillée. Elle s'ouvrit lentement. Mara apparut. Ses traits étaient tirés, son regard fatigué. Mais derrière la lassitude, il y avait toujours cette douceur qui désarmait tout. Julien resta silencieux un long moment avant de parler. Je ne sais pas par où commencer, sinon par « pardon ». Il déposa le dossier sur la table, les papiers protégés dans une chemise plastifiée. Voici la preuve de ton innocence. J'ai tout lu. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Je sais que j'ai eu tort. Mara resta immobile, les lèvres tremblantes. Alors pourquoi maintenant, Julien? Pourquoi revenir après m'avoir condamné sans m'écouter? Il leva les yeux vers elle. Parce que j'ai enfin compris que le silence le plus cruel n'est pas celui des autres, mais celui qu'on impose à ceux qui nous aiment. Un battement de cœur passa. Et puis une voix enfantine brisa le silence. Maman? Louis se tenait derrière son père, les yeux pleins de larmes et de joie mêlées. Il courut vers elle et se jeta dans ses bras. Mara le serra contre elle, éclatant en sanglots. Je suis là, mon ange. Je ne partirai plus. Julien détourna le regard, submergé. Quand il osa à nouveau la fixer, elle tenait son fils contre elle, apaisée. Il murmura. Laisse-moi réparer ce que j'ai brisé. Rentre à la maison. Elle ne répondit pas tout de suite. Mais lorsqu'elle hocha la tête, lentement, cela suffit. Ce geste valait toutes les réconciliations du monde. Dans la villa Moreau, Madame Lefebvre les attendait, figée sur le seuil. Quand elle vit Mara revenir, son visage se vida de couleur. « Monsieur, vous ne pouvez pas la reprendre ici. » Julien s'avança, son regard glacé. « Je peux. Et je le fais. Et vous, vous allez partir. Maintenant. Je voulais juste vous protéger, tenta-t-elle. Non, coupa-t-il. Vous avez détruit ce que vous ne pouviez pas contrôler. » Il lui tourna le dos, prit la main de Mara et dit simplement. « Cette maison n'aura plus de mensonges. Plus jamais. » Et pour la première fois depuis des années, la porte se referma non pas. Le lendemain de leur retour, un silence étrange planait sur la villa Moreau, mais ce n'était plus celui du chagrin. C'était un silence d'attente, de renouveau, le genre de calme qui précède les premiers battements d'un cœur réanimé. Mara s'était levée avant l'aube. Elle marchait lentement dans le jardin encore humide, respirant l'air froid du matin. Chaque pierre, chaque arbre lui paraissait différent. Ce lieu qui autrefois l'avait oppressée lui semblait désormais respirer avec elle. Dans la cuisine, Julien préparait du café. Il avait les traits tirés, mais ses gestes étaient simples, sincères. Quand elle entra, il releva la tête et murmura, un peu maladroitement. « Je n'ai pas dormi. J'avais peur que tu partes avant le lever du soleil. » Mara sourit faiblement. « J'ai promis à Louis que je ne partirai plus. » Leur regard se croisa. Pas un mot de plus n'était nécessaire. Plus tard, Julien appela son avocat. « Maître Durand, je veux rouvrir le dossier d'Isabelle Martin. J'ai les preuves, les témoins, les déclarations du détective. Il faut que justice soit faite. » « C'est possible, monsieur Moreau. Cela prendra du temps, mais si nous fournissons les documents originaux, le tribunal acceptera sans doute la révision. Faites le nécessaire. Je veux que son nom soit lavé de toute faute. » Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, Julien sentit qu'il faisait quelque chose de juste, non pour réparer son image, mais pour sauver une âme qu'il avait blessée. 3 mois plus tard, la salle du tribunal résonnait d'un murmure contenu. Mara, vêtue simplement, se tenait droite, les mains jointes. À sa droite, Julien, solennel, posait une main discrète sur son épaule. Face à eux, les juges feuilletaient les nouveaux éléments du dossier. Le juge principal releva enfin la tête. Sa voix résonna dans la salle silencieuse. « Madame Isabelle Martin, les preuves démontrent que vous avez été faussement accusée. Le tribunal vous déclare entièrement innocente. Votre dossier professionnel sera rétabli, ainsi que vos droits parentaux. » Les mots tombèrent comme une délivrance. Mara sentit ses jambes fléchir. Julien l'attrapa doucement avant qu'elle ne s'effondre. Elle tourna la tête vers lui et murmura. « Je n'aurais jamais pu traverser tout ça seul. » Il répondit simplement. « Tu n'auras plus jamais à le faire. » Quelques semaines plus tard, dans une petite gare de province, une fillette descendit d'un train, un sac à dos rose sur les épaules. Elle s'appelait Emma. 6 ans. Les cheveux bouclés, les yeux curieux. Mara attendait sur le quai, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait se briser. Quand leurs regards se croisèrent, le monde entier sembla s'arrêter. « Maman ? » ?»« Oui, mon amour. » La fillette lâcha sa valise et courut dans ses bras. Le cri de joie qu'elle poussa résonna comme une note pure dans l'air du matin. Julien, à quelques pas de là, observait la scène, les yeux brillants. Et Louis, accroché à sa main, demanda timidement. « C'est ma sœur maintenant ?» Julien hocha la tête. « Oui, si tu veux bien la partager. » Louis s'approcha et tendit à Emma sa petite voiture en argent. « C'est pour toi. Elle m'a aidé à guérir, peut-être qu'elle t'aidera aussi. » Emma prit le jouet avec émerveillement. Mara, les yeux embués, les serra tous les deux dans ses bras. Les mois suivants, la maison Moreau retrouva la vie. Les murs résonnaient à nouveau de rires d'enfants.
Des dessins colorés tapissaient les murs, et l'odeur du pain chaud flottait souvent dans l'air. Julien avait cessé de fuir le souvenir de Claire. Désormais, il parlait d'elle à Louis, à voix haute, avec douceur. Et dans les soirs paisibles, quand la lumière dorée du crépuscule se posait sur la terrasse, Marat s'asseyait près de lui. Ils parlaient peu, mais chaque silence entre eux avait désormais le goût du pardon. Il posa un jour la main sur la sienne et dit : « Tu as ramené la vie dans cette maison, Marat. Et moi, j'aimerais te rendre la tienne. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Comment ? » ?»« En commençant par te rendre ton nom. » Sur la table, il déposa une feuille blanche. Dessus, écrit de sa main : « Isabelle Martin, architecte associée, Moreau Design. » Elle resta sans voix. Il sourit. « Je ne te vois plus comme une employée, ni comme une étrangère. Tu es ma partenaire. Dans tout. » Une larme roula sur la joue de Marat, mais cette fois, c'était une larme d'espoir. Ce soir-là, alors que les enfants dormaient, ils sortirent sur la terrasse. La lune baignait le jardin d'une lumière argentée. Marat murmura : « Tu crois qu'on peut vraiment tout recommencer ? » Julien répondit, la voix grave mais paisible : « On ne recommence pas. On continue, différemment. » Il prit sa main et ajouta : « Avec le cœur guéri. » Le vent caressa doucement les feuilles. Et dans ce souffle, on aurait juré entendre le murmure de Claire, quelque part entre les étoiles. Merci. Les années passèrent comme une brise tiède sur les jardins du domaine Moreau. La grande villa, autrefois prison de silence, vibrait désormais d'une chaleur vivante. Les rires des enfants résonnaient à travers les couloirs, les pas pressés d'Emma et de Louis faisaient trembler les escaliers, et chaque matin, le soleil trouvait toujours une fenêtre ouverte pour venir s'inviter à la table du petit déjeuner. Julien et Marat avaient appris à vivre sans hâte. Leur amour n'était pas né d'un éclair, mais d'une flamme lente, patiente, forgée dans les ruines du passé. Ils se parlaient peu, mais leur silence avait la douceur des promesses tenues. Julien, l'architecte des tours d'acier, avait découvert qu'il existait d'autres constructions plus fragiles et plus précieuses, celles qu'on bâtit avec le cœur. Dans son bureau, un dessin était encadré au mur, un plan qu'il n'avait jamais vendu, jamais publié. Une maison simple, ouverte sur la mer, avec un grand jardin et 2 enfants jouant sous un pommier. En bas, d'une écriture enfantine, Louis avait ajouté : « Notre maison pour toujours. » Un dimanche d'été, toute la famille se rendit à l'inauguration du Centre Claire Moreau, une fondation créée par Julien et Marat en mémoire de la femme qu'il avait aimée et de la cause qui avait uni leurs blessures. La guérison des enfants traumatisés par le silence. Le centre se dressait au cœur de la ville, lumineux et ouvert, entouré d'un jardin d'oliviers. Marat, en robe blanche, tenait Emma par la main. Louis portait un petit costume, visiblement fier d'être celui qui couperait le ruban. « Tu es prêt, champion ? » demanda Julien. « Oui, papa. Mais maman doit couper avec moi. » Marat sourit, ému. « Alors, faisons-le ensemble. » Les ciseaux tranchèrent le ruban rouge. Les applaudissements éclatèrent. Les caméras crépitèrent. Et dans la lumière éclatante de midi, Marat sentit que, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur d'être vue. Le soir, après la cérémonie, ils restèrent seuls dans le grand hall déserté. Les lampes diffusaient une lueur douce sur les murs blancs. Marat s'approcha du panneau d'entrée où figurait le nom de la fondation. En dessous, une phrase gravée dans le marbre. « La vérité guérit. L'amour reconstruit. » Elle posa sa main sur la pierre froide, les yeux humides. « C'est toi qui as choisi cette phrase ? » demanda-t-elle. Julien secoua la tête. « Non. C'est Louis. Il a dit que c'était ce que tu lui avais appris. » Marat se tourna vers lui. Dans son regard brillait la tendresse tranquille de ceux qui ont traversé le feu et en sont sortis plus vrais, non pas indemnes, mais transformés. Elle murmura. « Tu crois qu'on peut aimer 2 fois dans une vie ? » Julien répondit sans hésiter. « Je crois qu'on aime une fois, mais que l'amour peut renaître sous d'autres formes. Toi, tu es la suite de mon histoire, pas sa répétition. » Plus tard, sur la terrasse, les enfants jouaient avec des lanternes de papier. Le vent marin portait les rires jusque vers les collines. Emma lança doucement. « Maman, regarde. On dirait des petites étoiles qu'on peut toucher. » « Oui, » répondit Marat en souriant, « et chaque étoile est un vœu exaucé. » Louis, lui, tenait dans ses mains sa fameuse voiture d'argent, un peu cabossée. Il la posa sur la rambarde et dit d'un ton sérieux. « Celle-là, je ne la perds plus jamais. C'est le premier pont entre nous. » Julien les observait, ému. Puis, se penchant vers Marat, il murmura. « Tu vois, c'est ça, notre chef-d'œuvre. Pas les tours, pas les plans, cette famille. » Elle répondit doucement. Et dire qu'elle a commencé avec un simple verre de lait. Ils éclatèrent de rire. Leur rire se mêla à celui des enfants, à la mer, au vent, au monde. Bien des années plus tard, quand Louis et Emma seraient devenus adultes, ils se souviendraient encore de cette soirée-là, du parfum du jasmin, des lanternes flottant dans le ciel, et du murmure du père disant. L'amour, c'est ce qu'on apprend quand on a tout perdu. Mais pour l'heure, le présent suffisait.
La maison Moreau, éclairée par 1000 petites flammes de vie, s'endormait lentement. Marat, blotti contre Julien, ferma les yeux. Et dans le calme de la nuit, une pensée la traversa, simple et lumineuse. Le feu détruit. Mais dans certaines mains, il éclaire.